vraiment envie d'explorer mon corps et mon esprit. Et j'ai envie de prendre le temps. Et au-delà de ça, c'est un rêve d'enfance. Avoir sa maison sur son vélo. C'est quand même beau comme idée. Je pense que c'est parti d'un délire assez enraciné par l'idéologie de la performance quand je faisais de l'athlétisme en Ardèche. Et là où j'ai découvert le sport, en fait, le plaisir du sport collectif, individuel. Alors qu'est-ce que j'entends par idéologie de la performance? C'est un peu tout cet imaginaire des records qui a baigné un peu mon enfance, ma jeunesse. Je passais mon temps devant la télé à regarder les Jeux Olympiques, les championnats du monde, et j'étais fasciné par ça. Et donc ça a été un moteur parce que petit j'étais un enfant chétif, donc mécanisme compensatoire, donc pour exister on essaie de faire des choses que les autres ne font pas, donc on se dépasse. Et puis après c'est devenu une passion, au-delà de la performance, c'est devenu un plaisir de penser une mobilité sobre, de sentir qu'un être humain pouvait se déplacer avec juste ses jambes et un vélo sur autant de distance en fait. Faire des marches de 20 km, 40 km, 50 km, et puis un jour 100 km. Et puis progressivement, j'ai découvert quelques aventuriers qui m'ont inspiré, tels que Sylvain Tesson, Mike Horn. Et donc sans vouloir faire pareil, je me suis dit pourquoi pas me lancer des petits défis. On a commencé à faire des petits tours de vélo, hein, et un jour on a fait 130 km en VTT sur la route, et pour nous c'était énorme. Et maintenant, c'est devenu normal et même un plaisir, une nécessité de faire ça. Dormir dans la nature, essayer de se fondre dans le décor, essayer d'expérimenter son corps, la douleur, repousser le stade de la douleur le plus loin possible. En fait, se sentir vivant, quoi. Ne pas rester comme un hamster dans une salle de sport à courir sur son tapis roulant ou à faire du vélo dans une salle. Quand tu rentres chez toi et que tu as fait une grande distance à pied ou à vélo, au-delà de la grande distance, tu dis, waouh, j'ai fait ça, quoi. C'est un peu un prétexte pour éprouver son mental parce que, en fait, physiquement, une fois qu'on est entraîné, on n'a pas beaucoup de barrières, ou en tout cas, surtout des barrières mentales. Très vite, ce qui nous stoppe, c'est le désir de faire cesser la douleur. Et donc, l'idée, c'est de voir jusqu'où on peut pousser ce mécanisme de repousser la souffrance. Et en fait, on se rend compte que le mental, il s'organise de sorte à se rassurer, à compenser la douleur. Et donc, on comprend mieux comment fonctionnent un peu les relations entre notre esprit et notre corps. Mais c'est des choses qu'on n'expérimente plus dans un quotidien où on se déplace en bus, en train, en voiture. Et on fait l'expérience de la distance, quoi. Quand on marche 10, 20, 30, 40 km, 40 km, c'est 8 heures de marche, minimum, sans les pauses. C'est 2 heures à vélo. C'est 20 minutes en voiture. C'est 5 minutes en train. Appréhender la distance et le temps différemment. C'est revenir à un temps humain. Quand tout va vite, on marche, on fait du vélo, on éprouve la distance, on éprouve le paysage, on sait ce que c'est de parcourir la géographie, quoi. Il y a une différence entre ceux qui font ça pour le plaisir, qui savent que ça va s'arrêter, c'est mon cas, et ceux, là ça m'intéresse, c'est ces évadés du goulag. Par exemple, Sylvain Tesson, il avait suivi un peu le parcours de ces évadés du goulag, et d'autres ont retracé ces marches-là, mais il y a une différence énorme entre ceux qui le font en sachant que ça va s'arrêter, et puis avoir accès à une alimentation sans problème, et ceux qui le font dans la contrainte, pour la liberté, pour fuir des guerres, pour l'espoir d'un autre territoire. Alors ce qui me fait tenir, c'est je sais que ça va s'arrêter. Imaginez une marche où on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas où se trouve la menace, on n'a aucune visibilité sur l'itinéraire. Nous aujourd'hui on a le GPS, donc on sait où on est, on a la carte bleue, donc on sait où qu'on peut manger et boire, et puis on sait que le soir on peut avoir un toit chaud. Donc c'est un peu un luxe d'éprouver son corps et sa tête. C'est pas très compliqué. C'est à la portée de tout le monde en fait. Il y a une inflation des gens qui veulent faire des trails
des grandes marches, même des stages de survie, parce que quand l'abondance est paroxystique, bah, paradoxalement, on veut revenir à des choses essentielles, et donc, comme on ne l'a pas dans notre quotidien, on les artificialise, on crée les conditions pour éprouver des choses qu'on ne peut pas éprouver dans le quotidien. Et quand on est seul, parce que quand on est à deux ou à trois, c'est différent, mais quand on est seul, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas faire semblant avec soi-même tout seul dans la douleur. T'as personne autour de toi pour avoir de la compassion ou pour te soutenir. Donc t'acceptes ta douleur, soit tu t'arrêtes, soit tu continues. Quand on est dans l'inconfort, on désire une seule chose, c'est de se retrouver au coin d'un feu avec une tasse de thé. Et quand on est au coin d'un feu avec une tasse de thé, au chaud, on n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter dehors au froid et de braver l'aventure, l'inconnu, l'incertitude, de se faire vibrer, d'avoir peur. Donc en fait, l'homme est un éternel insatisfait. Donc peut-être que la sagesse, il réussit à se satisfaire du confort et de l'inconfort, et pas de vouloir l'inconfort quand on est dans le confort et du confort quand on est dans l'inconfort. Quand je me lance dans des délires sportifs ou autres, j'ai très vite, quand c'est dur, envie que ça s'arrête. Et dès que ça s'arrête et que je reviens à un petit confort, j'ai très vite envie de repartir. Mais ce balancement, c'est propre à l'humain peut-être. Il y a ce petit poème de Victor Hugo que j'aime beaucoup. Il dit: ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent la procime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. J'adore ce dernier vers. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Je pense qu'il faudrait qu'on garde ce dernier vers en tête tous les jours de la vie. Marcher pensif, épris d'un but sublime. On tend vers quelque chose, on l'aura peut-être pas, mais on y tend, quoi. Quelqu'un qui marche tous les jours, bah, ça va être très facile pour lui. Et quand on se prépare pas, bah, ça fait mal. Il y a plein de choses que j'ai tentées et j'ai pas réussi parce que j'ai fait une marche à la con. Je voulais rentrer chez moi en fleurs de Paris à pied. Et en poussant avec un petit peu trop, j'ai passé une nuit très très dure, avec les ampoules qui explosaient, une inflammation au tendon. Et en fait, quand on souffre, le temps s'épaissit. C'est-à-dire que ça dure. 1 kilomètre, c'est une éternité. Et donc, quand t'as mal aux pieds, aux genoux, aux hanches, au dos, que t'es fatigué, mais que t'as quand même cette envie d'aller au bout de toi-même, de pas abandonner trop tôt, bah ça souffre. Donc tu souffres. Donc j'ai beaucoup souffert là. Tu te dis que t'es con de faire des trucs comme ça parce que la question c'est ça sert à quoi? À rien. Ça sert à rien, mais il y a une forme d'adrénaline, il y a un attrait vers les choses qui servent à rien. Mais toutes les prouesses sportives, c'est inutile. Mais on le fait par passion, de la magie du sport. Ça crée quelque chose, c'est de l'ordre de l'indicible, mais le dépassement de soi donne accès à des choses, une forme peut-être de confiance en soi, une forme d'aguerrissement, une forme de singularité, une forme de bien-être, hein, parce que quand la souffrance cesse, on est dans la joie, dans le plaisir. Donc il y a tout ça qui se mêle. Ce que je fais, moi, c'est des micro-aventures, si je peux les qualifier ainsi. Alors, c'est toujours pareil, il y a des échelles. C'est pour ça que les notions de possible et d'impossible sont intéressantes. Marcher 15 km pour quelqu'un qui ne marche jamais de sa vie, c'est pas impossible, mais ça devient déjà compliqué. Quelqu'un qui fait la marche tous les jours, c'est absolument rien. Donc il y a des échelles. Et donc c'est là où se comparer avec les autres n'a absolument aucun sens. Ça dépend de son référentiel à soi, de ses expériences, de ses passions. Alors déjà, je pense pas qu'on puisse convaincre quelqu'un de vivre ce genre d'expérience. Donc moi j'aime bien l'idée de l'autonomie, c'est retrouver une forme d'autonomie. Si on peut se déplacer 40 km sans souffrir à pied en une journée, et à vélo, si on peut faire 100 km en une matinée, ça remet en question l'usage de la voiture. Si vous habitez à 20 km de votre travail et que vous roulez à 20 km/h, en 1 heure le matin, à vélo, vous y êtes. Alors c'est plus contraignant parce que l'hiver il fait froid et quand il pleut, vous êtes mouillé. Mais si je veux essayer de donner quelques motivations aux gens de faire ça, bah, ils vont retrouver leur autonomie en fait. Je prends un exemple à Paris. Au lieu de prendre le métro, qui est génial, mais où tout le monde fait la gueule et puis tout le monde transpire et puis il y a des odeurs,
puis bon, des énergies qui sont pas forcément positives, bah marcher, prendre le vélo à Paris, c'est génial. C'est compliqué parce que les pistes cyclables sont pas bien agencées, parce qu'il y a des taxis, il y a des bus. Mais bon, si tout le monde prend le vélo à Paris demain, je suis convaincu que les pouvoirs publics vont mettre en place plus de pistes cyclables. Pour moi, c'est la demande qui crée l'offre. De toute façon, c'est inexorable. À long terme, l'horizon, c'est plus de voitures. Enfin, la marche et le vélo, dans les grandes villes, c'est les modes de déplacement les plus efficaces d'un point de vue économique, environnemental. Et puis, qu'est-ce qu'on est bien, quoi. On va se coucher, le corps a fait de l'activité physique, on se sent bien. Donc, il y a la dimension développer un peu ses potentialités physiques, mentales. Il y a la question de l'autonomie, se réapproprier une autonomie dans la mobilité. Et puis, il y a la dimension écologique. Ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, mon objectif, c'est de ne pas avoir de voiture. De toute façon, c'est propre à notre génération. J'ai 24 ans, t'as 24 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas le permis ou le passent tardivement parce que on est au 21e siècle avec dans l'esprit une conscience écologique. En tout cas, pas pour tout le monde, mais la majorité de notre génération. Et donc, c'est aberrant d'avoir une voiture. Non seulement c'est coûteux, mais aussi écologiquement, c'est pas soutenable. Et aujourd'hui, on aime se déplacer autrement. En fait, survenir à du bon sens, quoi. La marche et le vélo, c'est du bon sens, c'est une mobilité de demain. « 100 km en une journée, c'était un peu un délire. J'avais lu un article de peuples en Afghanistan qui étaient capables, des nomades, de se déplacer 60-70 km par jour sur une dizaine de jours en travaillant sur leur respiration, avec l'hyperventilation pour mieux récupérer et mieux oxygéner leurs muscles. Donc je voulais expérimenter ça. Et voilà, je trouvais ça assez beau qu'on puisse marcher tout seul 100 km en 24 heures. Bon, le lendemain, je ne pouvais plus marcher, mais dans l'idée, je trouvais ça beau. Faire le Tour de France à vélo, c'est juste découvrir la France autrement. Tu peux la découvrir en voiture, ok, c'est super, mais ça va trop vite. Tu peux la découvrir en bus, mais tu es dépendant d'un mode de transport. À vélo, tu es dépendant de rien. C'est un mode de déplacement qui est très lent, 15-20 km/h de moyenne. Et puis, tu as un rapport aux gens qui est beaucoup plus facile. Tu t'arrêtes pour prendre un fruit dans une échoppe sur le bord de la route, tu vas parler aux gens. T'es pas dans ta voiture, t'es pas dépendant du cours du pétrole, t'es dépendant de ta propre énergie. Et puis t'as le vent qui te caresse, t'as la pluie, tu vis dehors, quoi. Comme un être humain n'est pas fait pour être dans une boule en acier. Et puis là, je prépare un grand et premier et dernier grand voyage avec un ami. On veut traverser le continent américain à vélo. Et là, c'est l'idée de pousser l'exercice un peu plus loin et d'être autonome dans sa mobilité pendant une année. Et en termes de logement, c'est-à-dire avoir sa maison sur son vélo. C'est quand même beau comme idée. Il y en a eu plein avant nous, il y en aura plein après nous, mais c'est le vivre soi-même. Ouais, ouais, c'est un rêve d'enfance de vivre une aventure humaine, sportive. Mais ça, on peut le vivre en France. Nous, on a choisi de traverser le continent américain parce que il y a un imaginaire qui va avec, qui nous pousse là-bas, mais il y a différents imaginaires. Il y a la partie nord-américaine avec les grands paysages, la partie vie sauvage. Alors la question, est-ce que la vie sauvage existe encore? Moi, je pense que oui, même si on est en train de complètement détruire les espèces et les écosystèmes. La partie États-Unis, c'est un peu pour moi le, le côté exacerbé du capitalisme, de la mondialisation. C'est tout ce que j'aime pas, mais j'ai vraiment envie de le voir, hein, pour alimenter, étayer une critique, une marche du monde qui est complètement mortifère. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'est un peu c'est le livre d'Eduardo Galeano, le pillage d'un continent. C'est un continent qui a été pillé par le colonialisme et par l'impérialisme américain. Et donc c'est intéressant de voir ce qu'il en reste de cette partie du monde. Il n'y a pas de côté exotique pour moi. Il y a le côté vraiment nature qui prime. Ouais. C'est l'imaginaire lié aux espaces naturels, principalement. Mais moi, j'ai fait un petit tour de France à vélo, c'était magnifique, c'était génial. J'ai découvert des régions que je connaissais pas, hein, les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Dordogne, la Vendée, les Côtes-d'Armor, la Bretagne. Je connaissais en étant passé rapidement pour aller au Puy du Fou et dans des trucs comme ça, petits. Mais l'avoir éprouvé physiquement, quand on éprouve le paysage, ça marque
plus durablement. Voilà. Je me laisse peut-être être surpris par les rencontres humaines, mais avant tout, c'est une aventure d'amitié et sportive. Mais il y a vraiment l'idée de se déconnecter, en fait, de ne pas être dans l'immédiateté, la simultanéité des informations, de l'échange, et donc de vraiment pouvoir, ne serait-ce qu'être capable de lire les nuages pour un petit peu anticiper la météo, ne serait-ce que pour savoir quelle heure il est sans regarder sa montre. En fait, c'est se reconnecter à ses sens, quoi. C'est des choses assez élémentaires, et ça, c'est possible si on se déconnecte vraiment. Mais par contre, on pourra nous suivre parce que nous, on a un projet d'écriture derrière ça. On a envie de partager ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, nos peurs, nos doutes, la routine du voyage, la routine du vagabondage, les moments extraordinaires, les moments moins extraordinaires. Donc, on a un blog qui s'appelle linedecrète.wordpress.com. Donc, vous pouvez suivre nos aventures sur ce blog. Et puis répondre, interagir, critiquer, avoir des remarques, des interrogations, soulever les incohérences, les contradictions. En fait, on est deux profils différents, et donc on va appréhender forcément ce voyage différemment, et donc on va le retranscrire à l'écrit différemment. Mais oui, c'est quelque chose qui doit, pour moi, se partager. Pour moi, c'est vraiment un dernier regard, une dernière aventure. Une première grande et dernière aventure avant de m'enraciner et avoir un projet de ferme, d'habitat autonome. Et aussi l'occasion d'avoir une année d'oisiveté pour interroger un peu le monde qui meurt et le monde qui est en train de naître. Bah, il y a plusieurs scénarios possibles. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps tout le travail sur la question de l'effondrement de notre société thermo-industrielle. Et j'en suis intimement convaincu maintenant. Et donc la question, c'est savoir est-ce qu'on va tirer des leçons euh, des excès. Enfin, l'homme, il est. Le problème de l'être humain, c'est que il sait pas s'auto-limiter, c'est qu'il est dans l'excès en permanence. Et donc, est-ce que le fait d'atteindre des murs physiques et donc passer à un mode de vie occidental complètement insoutenable, à un mode de vie plus sobre, avec davantage de convivialité, alors ça, c'est le scénario qui est souhaitable. Mais est-ce qu'il va se réaliser? Je sais pas. Je vois pas d'autres projets que m'enraciner dans un territoire, essayer de créer une ferme autonome, enfin autonome, l'autonomie absolue est compliquée, mais en tout cas la plus autonome possible avec des habitats autonomes, l'énergie avec des panneaux solaires, en traction animale, enfin tous les moyens low-tech et sobres de mener une existence digne. Ça déjà, ça implique l'enracinement. On peut pas partir en voyage 6 mois, 1 an, c'est compliqué. Après, je pense que ce ne sera pas un projet d'autarcie, ce sera un projet où on tisse du lien social localement, parce que dans une perspective d'effondrement, il faut créer des boucles, des réseaux de solidarité. Donc cette ferme sera, j'espère, le cœur, la matrice possible de solidarité, de réseau d'entraide avec un tissu associatif, avec les élus locaux, avec des coopératives, des écoles, etc. C'est venu pendant mon parcours d'école de commerce où je m'emmerdais comme un rat mort. Mon père et sa compagne élaboraient un projet de ferme en autonomie, donc déjà j'étais un peu sensibilisé de ce côté-là. Et après, la question de l'agriculture m'a plu en écoutant des conférences, Bruno Parmentier, Philippe Desbrosses, Pierre Rabhi, et bien d'autres. Après, c'est des lectures, hein, et puis après, c'est des expériences. Et en fait, au début, j'appréhendais comme toute personne de 20 ans qui essaye de trouver des solutions aux problèmes du monde. Pour moi, le problème central, c'était l'accès à l'alimentation. Pour moi, il y a une seule activité dont on ne peut pas se passer, c'est manger. Donc je pensais que en fait, l'agriculture, c'était vraiment le point central, la solution centrale au problème du monde. En fait, je me suis rendu compte en lisant les travaux de Servigne et d'autres sur l'effondrement que c'est bien plus complexe. C'est un ensemble d'éléments qui concourent à un système monde qui est extrêmement complexe et il n'y a pas une solution. Donc
Donc l'agriculture n'est pas une solution, c'est une solution parmi d'autres. Mais oui, ça s'est venu avec des lectures, avec des rencontres, avec une envie de me réapproprier l'essentiel quand dans ma formation, c'était un peu vaseux, hein, bon, on n'apprenait pas grand-chose, si ce n'est être apte à mobiliser son intelligence au service d'intérêts économiques qui sont responsables de la marche du monde mortifère. Pour caricaturer un peu, mais je suis pas trop loin de la vérité. Après, rien n'empêche de voyager à pied, à vélo et en train si les trains existent toujours. En France et en Europe, il y a des territoires magnifiques, il y a un patrimoine culturel incroyable, et puis il y a une diversité de profils. Il y a des gens qui ont des modes de vie et des parcours tout à fait hétérogènes partout en France et qui sont peut-être tout aussi riches que quelqu'un qui vit au bout du monde. Et puis c'est la promesse de plus prendre l'avion parce que ça me semble pas soutenable que chacun puisse prendre l'avion, aller en Irlande ou en Islande pour 23 euros aller-retour avec Ryanair. Voilà, et puis en Europe, hein, il y a tous les pays limitrophes, il y a de magnifiques choses à faire, à découvrir, hein. Mais il y aura tellement déjà de travail avec ces projets de ferme, tellement de belles choses à faire, l'essentiel à redécouvrir, les plantes sauvages comestibles, les champignons, les arbres, la construction. euh, Tendre vers l'autonomie, c'est se réapproprier tellement de savoir-faire perdu, oublié, que ça prend déjà un temps fou. Donc, euh, donc oui, je pense que ce sera un véritable enracinement, mais qui ne veut pas dire autarcie. Et comme tu le disais, on peut voyager en étant immobile. Il y a le poète Christian Bobin, que j'aime bien, et lui, il ne voyage pas, et il crée des mondes en observant, il crée de la poésie, des textes magnifiques, il nous fait voyager en observant quelques mètres carrés autour de chez lui. Donc je pense que certaines personnes ont une conscience du monde qui est plus juste, plus belle que des gens qui ont fait 10 000 fois le tour du monde en étant encore dans les logiques assez mortifères d'accumulation, de quantitatif, de vitesse, de cocher des cases. Bah, ce projet de voyage à vélo, on l'a eu il y a 2 ans et demi. Donc il y a 2 ans et demi, j'étais pas exactement dans cet état d'esprit quant à mon avenir et j'avais pas autant d'aplomb sur ce que je voulais faire. Et sauf que je crois avoir, quand je m'engage avec un ami dans un projet, je vais jusqu'au bout. Ou en tout cas, j'essaie. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Donc j'ai qu'une parole. Et au-delà de ça, c'est un rêve d'enfance de vivre une grande aventure. Et pour moi, ça marque la fin d'un moment de vie, et j'ai envie de prendre le temps de poser un dernier regard sur le papier ou autrement sur tout ce que j'ai pu lire, comprendre, mais l'éprouver physiquement, c'est-à-dire pas seulement dans mon bureau en lisant des livres ou en allant à des conférences et en interrogeant des gens, mais en posant mon regard sur 25 000 km d'un territoire et éprouver moi-même la vie dehors, quoi. Donc je vois pas de contradiction entre le moment où on a l'idée d'un projet où il se réalise, il peut se passer beaucoup de temps et donc on n'est plus la même personne. Donc c'était il y a 2 ans et demi et maintenant quand je pars, je suis plus exactement la même personne. Mais ce voyage est nécessaire pour passer à autre chose, quoi. C'est une étape. Pour moi, c'est nécessaire. C'est-à-dire que je serais incapable de faire sereinement mon projet de ferme si j'ai pas accompli ce voyage. Pas simplement faire du vélo et traverser des pays, mais c'est prendre le temps d'une année, on a du temps libre pour penser, éprouver des choses dans l'amitié, et ça c'est indispensable. Ça crée des complicités quand on est au bout de nous-mêmes, quoi. On est tellement épuisé, éreinté, qu'il y a juste l'élan d'amitié qui... Voilà, il y a juste la partie une belle partie de l'être humain. Dans la fatigue, il y a soit le côté mauvais de l'être humain qui ressort, soit le beau côté de l'être humain qui ressort. C'est ça que j'aime dans la fatigue. Quand quelqu'un est éreinté physiquement et donc mentalement, on sent ce qu'il y a dans le coffre de la personne, quoi. En fait, à travers tout ça, il y a l'idée de vraiment essayer de vivre ses rêves. Ça
peut être n'importe quel rêve. Ça peut être des rêves sportifs, des rêves artistiques, quels qu'ils soient. C'est vibrer pour quelque chose. En fait, le sport, on vibre pour quelque chose, individuellement ou collectivement. Et donc, moi, je rêve d'une société où tout le monde vibre pour quelque chose, quoi. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des passions, mais de se réveiller le matin et d'avoir des envies, quoi. C'est cette interview de Jacques Brel où il dit quand on est adolescent, à 18 ans, à la vingtaine, on a fait tous ses rêves. Tous ces rêves, on les a fait, mais on les oublie. Et il dit que l'âge adulte consiste à retrouver ses rêves et à en réaliser quelques-uns. J'aime bien cette idée. Parce que quand on est petit, on est plein de rêves. Et après, quand on grandit, on veut nous imposer le fait que ces rêves étaient naïfs et qu'il faut s'affronter à la dure réalité de la vie quotidienne et du marché de l'emploi. Mais non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est il y a des choses qui te font vibrer et te donnent les moyens ou non de les réaliser. Donc, le mot de la fin, ce serait vivre ses rêves.